Bonjour à tous et bienvenue à votre RC Mag, le libre cours de Radio Courtoisie, votre émission pour les 7 à désormais 157 ans, avec aujourd'hui un long retour sur l'actu. Chers auditeurs, la médecine a-t-elle peur des solutions simples? Parce que vous l'avez certainement remarqué, dès qu'on parle de santé naturelle, les gardiens du temple médical lèvent les bras au ciel. Attention, danger, complotisme. Mais quand il s'agit de médicaments hors de prix, d'injections répétées ou de pilules miracles financées par Big Pharma, là, silence radio, tout va bien. Eh bien non, tout ne va pas bien. C'est exactement ce que dénonce Xavier Bazin dans son livre Le protocole 100% naturel, validé par la science mais oublié par la médecine, aux éditions Guy Trédaniel. Et il a raison. Oui, il a raison de dire que la médecine moderne a tourné le dos à la prévention. Car ce qu'il propose, la vitamine D, la vitamine C, le zinc, le soufre, tout cela n'a rien d'ésotérique. C'est validé par la science, de nombreuses études le montrent. Mais ça n'intéresse personne. Pourquoi ? Parce que ça ne rapporte rien. Voilà la vérité qu'on préfère taire, la santé naturelle est gratuite et c'est précisément ce qui la rend suspecte aux yeux d'un système qui ne sait penser qu'en milliards, en gros sous. On préfère une ordonnance à une orange pressée, une seringue à un mode de vie. Et on ose parler de médecine fondée sur la science. Non, c'est une médecine fondée sur le marché. Alors quel protocole pour bien passer l'hiver? Nous recevons Xavier Bazin, journaliste scientifique et auteur de livres à succès comme Big Pharma démasqué ou Antivax toi-même, point d'exclamation, pour tout nous expliquer avec son dernier livre, Le protocole 100% naturel, validé par la science mais oublié par la médecine, aux éditions Guy Trédaniel. Bonjour à vous Xavier Bazin, merci d'être des nôtres aujourd'hui au RC Mag. Bonjour. Pour tout nous expliquer. Alors, votre nouveau livre sort pile quand les rhumes et les grippes reviennent. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce guide 100% naturel basé sur des recherches que la médecine moderne semble avoir un peu oubliées? Écoutez, d'abord, ça fait longtemps que je travaille dans le domaine de la santé, en m'intéressant tout particulièrement à la santé naturelle. Mais évidemment, la crise Covid a attiré évidemment encore plus mon attention sur les remèdes alternatifs qu'on pouvait utiliser pour vaincre ce coronavirus dont on voulait nous faire tant peur à l'époque, alors qu'il y avait beaucoup de traitements qui pouvaient soigner. Et puis aussi, cette époque Covid a permis quand même au niveau international un boom de la recherche scientifique, parce que dans le monde entier, il y a eu des études contrôlées, randomisées en double aveugle contre placebo, donc le plus haut niveau de la rigueur scientifique, contre tout un tas de remèdes naturels utilisés depuis des lustres, qui n'avaient pas forcément tous un grand niveau de recherche scientifique à leur actif, et qui ont pu du coup faire preuve de leur efficacité à l'occasion de ce virus hivernal. Et du coup, aujourd'hui, en 2025, c'est le bon moment pour faire un récapitulatif en prenant en compte à la fois un siècle d'expérience médicale, d'histoire de la médecine, et je pense qu'il faut toujours revenir au fond, et parfois aussi avec l'expérience des médecines traditionnelles, et puis aussi une vingtaine d'années maintenant, et tout particulièrement depuis 5 ans, des études systématiques réalisées encore une fois dans le monde entier, qui ont montré qu'un certain nombre de choses qu'on connaît, comme les vitamines, certains minéraux, certains remèdes à base de soufre, non seulement fonctionnent à la fois en prévention et en traitement, mais en fait fonctionnent mieux, bien mieux que la plupart des traitements qu'on nous propose chez le médecin. D'accord. Alors justement, pour en revenir à l'hiver qui approche, pour ceux qui découvrent votre travail, est-ce que vous pouvez nous résumer ce fameux protocole qui est si simple, si peu cher et qui marche contre la grippe comme contre le Covid? Comment tout cela Alors, fonctionne concrètement? ouais, en fait, il y a deux parties dans le protocole. Le protocole préventif, qui est très important, et puis le protocole curatif, disons, pour quand on est malade. Ce qui est très important à comprendre sur le protocole préventif, c'est que l'objectif, c'est simplement, enfin, c'est essentiellement de donner au corps ce dont il a besoin pour combattre efficacement les infections. Parce que le corps, c'est une machine absolument merveilleuse. Et s'il n'est pas capable de faire face à un rhume, ou à une grippe, c'est parce qu'il lui manque quelque chose. Parce qu'en fait, on a plein d'études qui montrent que c'est le terrain qui compte. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent être exposés à des virus, de la grippe, du Covid. Parfois, on essaye même d'infecter les gens en laboratoire. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas toujours. Pourquoi?
Parce qu'en fait, on a un terrain magnifique, on a un système immunitaire à la fois dans nos muqueuses nasales et de la gorge, parce que c'est là que le virus entre et se réplique, et puis un système immunitaire systémique dans le sang qui permet, s'il a toutes les molécules dont il a besoin pour fonctionner, qui permet d'éliminer les infections. On connaît tous des gens qui ne sont jamais malades, ils ne sont pas très nombreux, mais ceux-là, c'est simplement qu'ils ont un système immunitaire qui fonctionne parfaitement. Alors comment faire? Et donc c'est pour ça que la première des choses, c'est avant d'imaginer des produits, entre guillemets, dopants, même naturels, il faut donner au corps ce dont il a besoin. Et le système immunitaire, il a d'abord besoin de vitamine C, de vitamine D et de zinc. Donc ça, c'est assez connu, c'est des vitamines et des minéraux dont on parle depuis longtemps, Mhm. mais il y a quand même un vrai sujet sur le dosage et la forme qu'il faut prendre dans le cas de ces compléments. Et en prévention, moi, je conseille donc en priorité la vitamine D, qui est vraiment le bouclier immunitaire, qui joue à la fois pour éradiquer les infections, mais aussi pour moduler le système immunitaire, pour éviter qu'il s'emballe quand l'infection peut être grave. Donc, c'est Alors vraiment oui, oui, alors je ouais. vous arrête très très vite pour la vitamine D. En revanche, je suppose que vous préconisez la prise quotidienne et non pas la prise d'ampoule pour Voilà. si on... Alors, voilà. C'est pour ça que le diable est dans les détails. Parce qu'il y a des gens qui me disent, ah, la vitamine D, c'est très bien. D'ailleurs, mon médecin m'en prescrit tous les 3 mois ou tous les mois, j'ai mon ampoule, je suis bien. Eh bien, pas du tout. Parce que toutes les études montrent que quand on les prend tous les mois ou tous les 3 mois, cela ne fonctionne pas. Il y a même des études qui montrent que c'est contre-productif. Donc, il est très important d'arrêter de prendre son ordonnance chez les médecins, de son ampoule de vitamine D, de choisir la vitamine D en gouttes et de la prendre soit tous les jours, soit toutes les semaines, à raison environ, je donne une indication parce que ça dépend vraiment vraiment de chaque personne, mais de 2000 unités internationales par jour, c'est une bonne moyenne. L'idéal, c'est de faire doser sa vitamine D dans le sang et d'essayer d'avoir tout au long de l'année, et en particulier en hiver, un taux sanguin supérieur à 40 nanogrammes par millilitre dans le sang. Mhm. 40 nanogrammes par millilitre. Ça vaut le coup, ça coûte un peu plus de 10 euros de faire le test sans ordonnance, mais ce test malheureusement n'est plus remboursé, ce qui en dit long d'ailleurs sur notre système médical. Mais ça vaut vraiment le coup de le faire pour être sûr qu'on est au-dessus de ces 40 nanogrammes par millilitre, parce que la moitié des Français, si vous voulez, près de la moitié des Français ont moins de 20 nanogrammes, ce qui est une situation de déficit. Et on sait que quand on a un déficit en vitamine D, non seulement on est plus exposé à des infections, mais en fait, on est plus exposé à tout un tas de problèmes chroniques, articulaires, métaboliques, et même de cancer. Donc, vraiment, c'est quelque chose vraiment à prendre en considération. Et encore une fois, de prendre, comme vous le dites très bien, des doses quotidiennes ou hebdomadaires, mais surtout pas mensuelles ou tous les 3 mois. En effet. Alors, vous parlez également des rinçages à l'eau salée comme d'un geste miracle contre les virus. Sérieusement, est-ce qu'un truc aussi basique peut stopper une infection en 24 heures? Oui, Est-ce que vous avez une étude en béton à nous citer? oui, alors ça paraît, c'est vrai que ça paraît incroyable parce qu'on peut se dire que quand même se rincer le nez ou la bouche ou la gorge à l'eau salée, c'est quand même quelque chose de basique. Et pourtant. Alors, je passe d'ailleurs beaucoup de temps dans le livre, il y a un chapitre consacré à ces traitements sur les études qui ont été réalisées. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et donc ça montre vraiment de façon un peu plus claire qu'en prévention et en traitement, cela fonctionne. Mais pourquoi? Tout simplement parce que, on en revient à ce que je disais, les virus de l'hiver, ils arrivent par le nez, essentiellement dans la cavité nasale. Et en fait, on a dans la cavité nasale quelque chose qui est extraordinaire, c'est une petite fine couche de mucus en permanence, même quand on est en bonne santé. Alors c'est sûr, quand on est infecté, on a le mucus qui coule de façon abondante, mais parce qu'il faut le renouveler. Mais cette petite couche de mucus, quand on est en bonne santé, elle permet d'éviter que le virus vienne infecter nos cellules épithéliales, c'est-à-dire les cellules qui sont sur notre cavité nasale. Cette petite couche de mucus, elle joue un rôle en fait de barrière et à la fois d'attrape-mouche, elle attrape comme c'est un peu visqueux, ça attrape les virus. Et en plus, il y a des petites molécules antimicrobiennes qui viennent détruire les virus dans cette fine couche de mucus. Et donc, en fait, si cette fine couche, elle joue son travail, elle fait son travail, eh bien, on peut être exposé au virus de la grippe, du Covid, des rhumes, ce que vous voulez. Eh bien, en fait, ce sera naturellement évacué. Et donc, on peut lui donner un coup de pouce à ce mucus, parce que parfois, il est quand même un peu asséché l'hiver. L'hiver, on est généralement à l'intérieur avec
des immeubles chauffés ou des habitations chauffées, qui fait que le mucus, il est un peu asséché. Et quand il est asséché, eh bien, il remplit moins son travail de barrière. Et donc, et l'eau salée, en fait, a un double rôle antimicrobien, mais aussi de réhydratation, parce qu'on sait que le sel retient l'eau. En fait, l'eau salée a un rôle très important parce qu'elle vient à la fois, d'un point de vue mécanique, évacuer un peu le mucus usagé, réhydrater le mucus et lui permettre en fait de faire face aux virus qui peuvent entrer. Et ça paraît vraiment enfin, très, très, très facile, mais il y a vraiment un certain nombre d'études qui montrent vraiment sans contestation possible que contre les infections hivernales, un geste aussi simple fonctionne. Alors, dans le nez, il y a deux possibilités. C'est soit l'irrigation nasale avec on trouve en pharmacie une sorte d'ustensile qui s'appelle le rhino-horn. En médecine ayurvédique, ça existe depuis longtemps, c'est le neti-pot. En fait, on met de l'eau, du sel, et on fait entrer l'eau salée dans une narine, ça ressort par l'autre, au-dessus de son lavabo. C'est une manière, je pense, la plus efficace de rincer son nez. Je conseille de le faire tous les soirs en période hivernale en prévention. Et puis, si on n'a pas envie de faire ça, qu'on a envie de quelque chose de plus rapide et de plus simple, on peut acheter un spray nasal. Alors, il y en a différents types. La base, c'est à l'eau salée, un spray nasal isotonique. Et là, on peut l'utiliser alors en prévention matin et soir et en traitement plusieurs fois par jour parce que en fait, il faut aider notre mucus à évacuer régulièrement les virus qui sont en train d'infecter notre muqueuse nasale. Alors, on a parlé des vitamines D, C, du zinc, on vient de parler de l'eau de mer, de l'eau salée. Alors, dans votre panoplie de remèdes naturels entre l'échinacée et les probiotiques ou les huiles essentielles, lesquels tiennent vraiment leurs promesses? Et y a-t-il des découvertes récentes qui vous ont stupéfié? Alors, moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est vraiment quand même, je reviens sur ces traitements du nez, parce qu'il y a une algue rouge qui fait mieux que l'eau salée, qui s'appelle le Iota carrageenan. C'est un produit totalement naturel et qui a une capacité antivirale qui est assez exceptionnelle. Et donc, c'est pas forcément facile de le trouver, mais j'indique une adresse où on peut se le procurer, j'indique dans mon livre comment se le procurer sur Internet. Mais ça a vraiment une efficacité assez extraordinaire. C'est un spray très simple. Ça marche aussi avec la propolis, mais l'algue rouge est quelque chose de vraiment très intéressant. Et pour finir sur les traitements du nez et de la gorge, il y a quelque chose de très simple aussi, c'est les gargarismes. Et ça aussi, c'est quelque chose de très simple, mais qu'il faut faire. C'est de vraiment garder l'eau dans la gorge, la faire un peu ronfler, de lever un peu la tête, de faire, comment dirais-je, un peu racler l'eau dans la gorge, faire vraiment un gargarisme pendant 30 secondes, tous les soirs, tous les jours. Moi, je le fais à chaque fois que je me brosse les dents. On peut le faire si on est malade ou si on veut faire de la prévention supplémentaire avec de l'eau salée, c'est encore plus efficace. Mais là aussi, les études montrent qu'en fait, on a le plus probant, si vous voulez, en médecine, c'est on prend plusieurs groupes. On prend deux groupes, l'un qui fait en l'occurrence des gargarismes, l'autre qui n'en fait pas, ou qui fait autre chose comme placebo, et on voit à la fin qui a eu le plus d'infections. Et il est absolument manifeste que ça a été fait, c'est les Japonais qui sont en pointe sur les gargarismes, parce que c'est un traitement enfin, traditionnel là-bas. Ils ont montré qu'on pouvait avoir près de 40% de rhume en moins l'hiver, 40% d'infections en moins, juste en faisant quelques gargarismes, et c'est quelque chose qui dure 30 secondes et qu'on peut faire n'importe où, avec n'importe quelle eau. Donc voilà, c'est quelque chose que vraiment je tiens à signaler parce que vous disiez c'est une médecine gratuite pour les gargarismes, oui, totalement. Pour les vitamines et minéraux, quand on veut de la bonne qualité, c'est un petit budget, c'est pas un énorme budget hein, par rapport aux vaccins et aux médicaments, c'est clair, mais c'est un tout petit budget. Mais là, vraiment, les soins du nez et de la gorge, c'est presque entièrement gratuit si on ne compte pas le sel. Donc ça, c'est quelque chose de très marquant. Absolument. Mais Après, quand je parlais de gratuité, c'est-à-dire que je voulais dire que c'était pas quelque chose qui était patenté désormais. oui, non, C'est mais, non, non, mais je voilà, vois très bien ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que ça rentre pas dans tout le business de la santé. Vous avez tout à fait raison de le dire. Mais pour les gens, c'est un petit budget. Et je précise aussi parce que quand il s'agit de vitamines et de minéraux, je pense qu'il faut pas lésiner sur la qualité parce que c'est quelque chose quand même qu'on ingère. Et donc, voilà, il faut bien choisir ses produits. C'est pour ça que je mets aussi dans mon livre à la fin des adresses de confiance. Malheureusement, c'est pas toujours à la pharmacie, même rarement à la pharmacie qu'on a le meilleur rapport qualité-prix. S'agissant de la vitamine C, par exemple,
C'est souvent hors de prix et avec des additifs douteux dans les vitamines C qu'on nous propose. Donc voilà, faut faire attention à ça. C'est pas totalement gratuit, mais le budget est vraiment, vraiment très raisonnable. Et puis alors, Oui, ouais. allez-y. Et alors, ce qui m'a frappé, et là, on sort un peu des études randomisées contre placebo. Il y a deux types de remèdes traditionnels qui font exception dans mon livre, dans le sens où ils n'ont pas fait l'objet de grandes études comme ça qui prouvent par A plus B leur efficacité, mais qui bénéficient en fait de tels retours d'expérience, de tels témoignages époustouflants et concordants de médecins et de patients que j'ai vraiment tenu à en parler. Et le premier, c'est le chlorure de magnésium. Et on doit en fait sa découverte à un professeur français de l'Académie de médecine d'Elbey, qui il y a un siècle en fait avait montré l'efficacité de ce chlorure de magnésium à la fois pour traiter les plaies et puis aussi en interne pour améliorer la guérison des blessés. C'était un médecin de guerre pendant la Première Guerre mondiale au départ. C'est comme ça qu'il a découvert. Et en fait, il y a vraiment un consensus, en tout cas quand on écoute les praticiens, sur son efficacité quand on a une infection. Il y a des récits historiques sur lesquels ça pouvait guérir la polio et même le tétanos, en tout cas certainement les grippes et diphtérie. Et aujourd'hui, quand on a une infection qui est un peu carabinée, dont on sent qui peut être un peu, voilà, qui peut durer ou qui est un peu plus forte que les autres, moi je conseille vraiment d'acheter des sachets. C'est des sachets qui se trouvent pas dans toutes les pharmacies, mais assez facilement, des sachets de 20 grammes qui sont à dissoudre dans 1 litre. Et puis, de boire ça tout au long de la journée, c'est vraiment quelque chose qui est étonnant. Alors, c'est un effet laxatif, hein, ça c'est incontestable, mais il y a vraiment un certain nombre de témoignages. Et ça, c'est vraiment un vieux remède connu depuis longtemps. Il y avait la Delbiase en pharmacie, hein, qui était un remède issu de ce qu'avait découvert le professeur Delbey. Donc, c'est vraiment pas quelque chose. Il faisait partie de l'Académie de médecine, donc c'est vraiment pas un original ou un uluberlu. Mais aujourd'hui, le chlorure de magnésium fonctionne très bien. Donc ça, c'est la première chose, je pense que ça fait partie des jokers, parce qu'outre les fondamentaux, en gros, dans mon livre, il y a les fondamentaux, Mhm. on en a parlé, les vitamines, l'irrigation nasale, et puis les jokers, c'est-à-dire si on sent qu'on a une infection un peu plus forte, il y a ça. Et puis, ça, c'est un remède très utile pour ceux peuvent avoir des bronchites chroniques ou des bronchites qui traînent. C'est l'huile de Harlem. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai découvert et j'ai trouvé ça très intéressant parce que moi, ça fait 15 ans que je suis dans la santé naturelle. Mais cette huile de Harlem, elle était un peu passée sous mes radars. Et là aussi, elle bénéficie de beaucoup de retours d'expérience positives. Elle a traversé les siècles, hein. Elle a été inventée il y a 4 siècles. C'est en fait du soufre rendu biodisponible grâce à un mélange avec des huiles essentielles et les huiles végétales. Et on sait aujourd'hui, pour le coup, par rapport à des études scientifiques, que le soufre est un élément extrêmement utile contre les infections. Il y en a dans l'ail, dans l'oignon, c'est ça qui contribue en grande partie à leur efficacité traditionnelle aussi contre les infections. Et cette huile de Harlem avec du soufre rendu biodisponible est très, très utile et recommandée pour, voilà, en cas de bronchite qui traîne ou en cas de risque de bronchite l'hiver en prévention. Les deux peuvent être utilisés. Merci. Alors, on va s'interrompre un tout petit instant pour un message important. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Merci d'avance, chers auditeurs. Rendez-vous bien effectivement sur soutenir.rc.fr ou envoyez-nous un chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours besoin de vous, car Radio Courtoisie ne vit que grâce à vous, grâce à vos dons, qui sont d'ailleurs déductibles aux 2/3 si vous êtes assujetti à l'impôt sur le revenu. Mais revenons à notre propos, revenons à notre question, à notre entretien avec Xavier Bazin, journaliste scientifique, écrivain, pour nous parler d'un protocole 100% naturel. Alors Xavier Bazin, nous allons revenir un peu sur ce que nous avions dit auparavant. L'hiver, comme il s'annonce corsé, si on veut passer entre les virus, quel est le kit de survie de base à avoir à la maison? On va reprendre un peu tout ça et surtout combien de vitamine D peut-on prendre et surtout combien de vitamine C? Y a-t-il une limite à la vitamine C? Alors, on a parlé de la vitamine D, parlons de la vitamine C, qui est l'autre vitamine essentielle contre les infections. Alors, la dose, là encore, elle peut dépendre selon les gens. Par exemple, les fumeurs ou ceux qui font du sport intensif ont besoin de plus de vitamine C que les autres parce que le sport, le tabagisme consomme de la vitamine C. Mais disons que
En moyenne, moi, je conseille pendant la période hivernale de prendre environ 1 gramme de vitamine C tous les jours. Alors ça peut paraître étonnant parce que les apports journaliers recommandés, c'est 100 milligrammes. Donc là, je parle d'une dose 10 fois plus élevée en prévention. En traitement, c'est encore autre chose. Là, je recommande des doses 100 fois plus élevées. Mais déjà, en prévention 10 fois plus élevée, pourquoi? En fait, il y a tout un corpus scientifique qui montre que les apports journaliers recommandés sont très insuffisants par rapport à ce dont ont besoin la plupart des gens, surtout dans notre vie moderne, avec la pollution de l'air et de l'eau et puis des aliments, car la vitamine C est un grand détoxifiant. Et donc, en fait, il y a un ensemble de faisceaux d'indices qui montrent que, pour la plupart des gens, en particulier dans la période hivernale, 1 gramme de vitamine C, c'est le bon dosage pour aider à prévenir les infections et renforcer son système immunitaire. Ce qui est important à savoir, c'est de le prendre en 2 fois, le matin et le soir et ne pas avoir peur parce qu'il y a une légende sur le fait que prendre la vitamine Excitant. C le soir, c'est excitant, ça empêche de dormir. Alors, il est possible que chez une personne sur 1000, ça fasse ça, parce qu'en biologie, tout est possible. Donc, si ça vous arrive à vous, bah, voilà, vous pouvez l'expérimenter et puis ne pas le faire, prendre le matin et le midi. Mais vraiment, chez la plupart des gens, ça a été bien étudié, ça ne doit pas faire ça. C'est psychologique. Et donc, je recommande ça parce que ça permet de maintenir en fait un dosage de vitamine C dans le sang tout au long de la journée et la nuit. Sachant que la vitamine C s'évacue très rapidement dans les urines. C'est d'ailleurs la grande critique de ceux qui ne comprennent, des médecins qui n'ont pas compris comment fonctionne la vitamine C. Ils disent: «Ah, ça sert à rien d'en prendre plus de 100 milligrammes parce qu'après, c'est évacué dans les urines». En fait, oui, c'est évacué dans les urines, mais ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien. On augmente son taux de vitamine C dans le sang quand on augmente les doses. Une partie est évacuée, mais de toute façon, même quand elle est évacuée, elle a fait son travail le temps de passer dans le corps. Donc voilà, ça c'est vraiment un conseil très important. Et alors, il y a différentes formes de vitamine C. Bon, je détaille un peu toutes ces questions dans mon livre, mais il faut savoir que l'acide ascorbique simple, c'est-à-dire la vitamine C de synthèse, fonctionne très bien. Pour ceux qui ont l'estomac un peu fragile, il existe une forme qui s'appelle l'ascorbate de sodium qui permet d'être moins acide. Elle est tamponnée, donc moins acide, plus agréable pour l'estomac. Mais pour la plupart des gens, l'acide ascorbique fonctionne très bien. On peut aussi conseiller, moi je recommande toujours d'ailleurs dans mon livre, de commencer par les aliments, l'alimentation riche en vitamine C. C'est très difficile d'atteindre 1 gramme, donc c'est pour ça qu'il faut recourir, à mon sens, aux compléments alimentaires. Mais bien sûr, l'hiver, les choux, brocolis contiennent beaucoup de vitamine C. Les agrumes, évidemment, le citron. Et le kiwi, que je recommande, qui est vraiment un fruit très riche en vitamine C avec des flavonoïdes. Donc c'est quelque chose de très intéressant à prendre tout au long de l'hiver. Alors, on va maintenant aborder les sujets qui fâchent. Alors bon, ce sont des questions dont nous connaissons déjà la réponse, mais il faut tout de même les poser. Pourquoi, à votre avis, ces approches naturelles restent mises de côté alors que la science les valide depuis si longtemps? Alors on parle de lobbying, de gros sous ou juste de frilosité scientifique, voire des trois? Alors, évidemment, il y a les gros sous. Bon, ça, à la limite, c'est la chose la plus connue. Bon, moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Big Pharma démasqué, qui a été particulièrement démasqué pendant le Covid parce que tous les traitements peu chers repositionnés, comme l'hydroxychloroquine du professeur Raoult, comme l'ivermectine, ou comme les traitements naturels, la vitamine D et la vitamine C, tous ceux dont on parle ici, le zinc, tout ça ont été négligés malgré leur efficacité. Donc, il y a évidemment des affaires de gros sous parce que si on commence à ne plus avoir peur des virus et à savoir comment prévenir et traiter les infections hivernales, c'est d'autant de vaccins et de médicaments en moins qui seront vendus. Donc il y a un Et de énorme consultation enjeu. médicale également. Et alors oui, et de consultation médicale. Mais alors, pour s'agissant du corps médical, qui est le plus souvent simplement désinformé, hein, parce que que ce soit dans les revues scientifiques, dans les écoles de médecine, c'est quand même l'industrie pharmaceutique qui tient le haut du pavé en termes de formation et de diffusion d'informations vis-à-vis des médecins. Mais il y a quelque chose de supplémentaire, c'est pas qu'une affaire de gros sous, et c'est quelque chose que j'aborde un peu dans mon livre aussi, c'est la question du prestige médical. Parce qu'en fait, il faut comprendre qu'en fait, un médecin a fait beaucoup de sacrifices en fait pour obtenir son diplôme. Beaucoup, beaucoup de sacrifices, hein. La première année de médecine, c'est quelque chose de très difficile. Et en fait, ça ne s'arrête pas là. Il y a l'internat après qu'il faut obtenir. Enfin, c'est vraiment une succession de parcours du combattant dans lequel il y a un énorme investissement. Et si c'est pour qu'à la fin, on vous dise qu'un naturopathe fait mieux
sur un certain nombre de pathologies, c'est très difficile à vivre. Un naturopathe qui a fait 1 an d'études ou 2 ans d'études, c'est extrêmement difficile à vivre parce qu'on attache beaucoup d'importance à son diplôme, de prestige, et on ne peut pas croire, on a du mal à croire que, en fait, on peut se soigner soi-même contre un certain nombre de choses. Et donc, je pense que c'est l'alliance des deux, si vous voulez. Il y a au niveau d'en haut, c'est vraiment les gros sous, et au niveau du médecin lambda, c'est ce sentiment qu'il ne veut pas être dépossédé en fait de sa capacité à prescrire. Or, ce qui est particulièrement intéressant dans le cadre des infections, c'est que la prévention, c'est le plus important, et deux, en cas d'infection, il faut agir extrêmement vite dans les premières 24 heures, donc avant d'avoir pu consulter un médecin. Donc c'est vraiment le cas typique où il faut vraiment s'informer, avoir chez soi déjà à disposition toutes les molécules naturelles nécessaires, parce que si on commence à avoir des symptômes, chaque heure compte. Ça, c'est un point très important que je voudrais vraiment répéter ici, c'est qu'il y a une multiplication exponentielle des virus dans les premiers jours de l'infection. Pendant 24 heures pour un rhume, on ne sent rien, il incube, il se multiplie, et il y a déjà des millions de virus quand on commence à sentir quelque chose. Mais 24 heures plus tard, ce sont des milliards. Donc c'est la raison pour laquelle, et ça vaut aussi pour la grippe, pour le Covid, etc. C'est la raison pour laquelle il faut agir vite et fort avant d'avoir pu consulter un médecin. Donc c'est typiquement les infections hivernales, un domaine où il faut prévenir et se soigner soi-même. Bien sûr, au bout de quelques jours, si ça ne passe pas, si ça s'aggrave, il faut consulter un médecin, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est vraiment le domaine où il faut se renseigner par soi-même et agir par soi-même. Et donc, évidemment, c'est un peu difficile à vivre pour un médecin voilà. Donc, le prestige dépend un peu du fait de se rendre indispensable vis-à-vis de ses patients. Alors, très 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 rapidement, en 30 secondes, pour les sceptiques, est-ce qu'il y a des limites? Est-ce que tout le monde peut vraiment suivre ce protocole, y compris les plus fragiles, ou il y a quand même des précautions à prendre? Alors, en prévention, il y a vraiment très peu de précautions. Sur la vitamine C, il y a quelques indications que, au long cours, à haute dose, ça pourrait augmenter légèrement le risque de calcul rénal. Donc, si on a un risque de calcul rénal, et d'ailleurs, c'est un peu pareil pour la vitamine D, mais je donne vraiment les solutions dans mon livre pour réduire ce risque à zéro, parce qu'en fait, le calcul rénal, c'est souvent lié à une mauvaise alimentation. Et il y a des astuces très simples pour vraiment diminuer son risque. Donc ça, si on en a déjà eu, il y a un petit point d'attention à ça. Et puis après, sur les mégadoses en cas de traitement, là aussi, si on a une maladie rénale, il faut faire plus attention, parce qu'évidemment, c'est les reins qui filtrent en fait la vitamine C. Mais en dehors de ça, il faut respecter bien sûr les dosages. Hein. C'est pas parce que c'est naturel que c'est des vitamines et des minéraux sur lesquels il y a une posologie à respecter. Mais je consacre un chapitre à ça, parce que moi, le principe de précaution est quelque chose que je valorise énormément. Le niveau de non-toxicité des vitamines est vraiment assez extraordinaire, et je détaille pourquoi et comment. Et donc, vraiment, à part quelques contre-indications voilà, que je viens de citer, ou quelques points d'attention, c'est même pas des contre-indications, c'est des points d'attention. On peut y aller en respectant les doses. Très bien, merci beaucoup Xavier Bazin, ce sera le mot de la Merci à fin. vous. Au revoir. Chers auditeurs, si vous voulez vraiment ne pas tomber malade cet hiver, précipitez-vous pour acquérir au moins le protocole 100% naturel validé par la science mais oublié par la médecine aux éditions Guy Trédaniel, dernier livre de Xavier Bazin dont nous attendons, nous espérons un prochain pour nous délecter d'un nouveau tabou médical démasqué. Restez bien avec nous dans quelques instants. Restons courtois, dirigé par Arthur de Vatrigan, et à mercredi prochain pour un nouveau RC Mag.